Donc, on va débuter. Donc, Thierry Mathieu, le directeur de la CAF de l'Hérault, et Malika Setra, donc, en responsabilité des contrôles. Ah, pardon, ouais, là. Bon, Thierry Mathieu, donc, le directeur de la CAF de l'Hérault, et Malika Setra en responsabilité des contrôles à la CAF de l'Hérault. On a souhaité cette conférence de presse parce que, comme vous le savez, la CAF de l'Hérault est un acteur important. On paie 1,7 milliard de prestations légales par an dans le département de l'Hérault. Et ça va concerner plus de 600 000 personnes, donc c'est particulièrement important. C'est plus de la moitié du département. On peut aussi une centaine de millions d'euros en action sociale. Et donc, comme vous le savez, tout cela est basé sur un système déclaratif. Donc, s'il y a quand même un certain nombre de contrôles qui sont réalisés avec Pôle emploi, avec des impôts, etc., ce sont les allocataires qui nous déclarent donc leurs informations pour que derrière, on paie des droits. Et donc, forcément, dans le contrat social, s'il y a une déclaration, il doit y avoir un contrôle. Et donc, on va vous parler de ce contrôle du système déclaratif. Il est important pour nous de responsabiliser les allocataires, comme vous le savez. Et pour cela, il est important de communiquer, d'où l'invitation que nous avons formulée aujourd'hui, que nous avons lancée pour pouvoir communiquer auprès du grand public. Il est important pour nous de bien redire que dans le contrat social, on paie des prestations aux personnes qui en ont besoin et qui le justifient. À la CAF de l'Hérault, on est attentif à cela, donc on a une vingtaine de contrôleurs sur place, mais comme vous l'avez vu également, on a beaucoup de contrôles qui sont réalisés. 1 million de contrôles automatisés sont réalisés chaque année. Donc des contrôles automatisés, ça va être automatiquement, on va croiser donc nos données avec celles de Pôle emploi, avec celles des impôts, avec celles de la CEPAM, et ça va permettre de voir si les déclarations réalisées à l'une ou l'autre administration ont été les mêmes à la CAF de l'Hérault. On va avoir également des contrôles sur pièces, donc c'est-à-dire que là, on va appeler des documents auprès des allocataires. On va constater des incohérences, par exemple, entre, je sais pas, une personne qui déclarerait des revenus salariés et qui se déclarerait auto-entrepreneur. Donc là, il y a une incohérence entre l'activité et les ressources. Et donc là, on a 98 000 contrôles de ce type-là. Et ensuite, on aura donc des contrôles sur place où on va envoyer donc des contrôleurs voir les allocataires donc et voir si réellement ce qu'ils ont déclaré est la réalité. On a détecté en 2022 1245 fraudes pour un montant total de 11,1 millions d'euros. Donc c'est beaucoup. 11,1 millions d'euros. Et toutes ces fraudes ont été sanctionnées. Donc ça aussi c'est important puisque systématiquement, il y a eu des pénalités et nous avons donc décidé de plus de 1 million d'euros de pénalités en 2022 pour ces fraudes-là. C'est important de le dire, de le redire, c'est que systématiquement, la fraude, donc, qui est caractérisée par l'intentionnalité, hein, en termes juridiques, pour frauder, il faut alors souhaiter frauder. La fraude est systématiquement donc poursuivie par la CAF de l'Hérault. Je veux également mettre en avant ce qu'on a pu détecter localement. On a une fraude particulière qui a été détectée récemment en matière donc d'allocation logement notamment. On a eu une fraude qui nous a amené à détecter plus de 400 fraudes du même type dans des quartiers bien ciblés de la ville de Montpellier. Et c'est une fraude qu'on a appelée la fraude au forfait logement, c'est-à-dire en fait quelques cerveaux avaient détecté comment pouvoir frauder en déclarant donc qu'ils avaient quitté leur logement ou alors que ils n'avaient plus un logement à titre gracieux, mais que ce logement était désormais à titre donc onéreux. Et à partir de là, ils avaient un rappel de la CAF. Donc depuis, ça a été modifié au niveau national et il n'y a plus ce biais. Mais on a pu détecter cette fraude donc, de manière assez importante dans l'Hérault et on l'a fait remonter au national. Et désormais, cette fraude qui a été détectée dans d'autres départements est poursuivie donc, par le national, puisque le national a créé le système national donc, de lutte contre la fraude à enjeu. Et donc, c'est centralisé au niveau du parquet parisien. Voilà, moi, ce que je peux vous dire en propos, liminaire, sur la lutte contre la fraude à la CAF de l'Hérault, qui est une lutte donc, quotidienne avec, à la fois donc les 20 contrôleurs sur place, avec à la fois les 80 agents vérificateurs qui vont donc quotidiennement, regarder que les droits sont payés aux bonnes personnes. Alors après, je dis tout ça pour communiquer parce qu'il est important qu'on dise que la fraude est systématiquement punie, mais si on ramène cela donc au montant des prestations versées, on est à 0,64 donc de fraude détectée par rapport aux sommes payées. Donc, ça permet aussi de relativiser les enjeux, mais il est important pour nous, en tous les cas, que chaque euro donc payé soit un euro juste. Voilà ce que je peux vous dire sur la lutte contre la fraude et je réponds bien sûr à vos questions s'il y en a.
Alors, en fait, ce sont des personnes, le forfait logement, en fait, vous en bénéficiez si vous n'avez pas d'allocation logement et c'est une, prestation, c'est, une somme qui vous est rajoutée à votre RSA ou à votre PPA, d'accord? Donc en fait, ces personnes avaient un logement, elles bénéficiaient de l'AL, notamment dans un bailleur public bien connu qui est ACM, qui a été victime de cette fraude également et tout d'un coup, elles déclaraient donc ne plus, avoir quitté le logement il y a 2 ans. C'est-à-dire, en fait, la CAF avait payé à tort, selon leur dire, pendant 2 ans, l'allocation logement à ACM, par exemple. Donc la conséquence était que nous, on allait implanter un indu à ACM. Donc on disait à ACM, on a payé de l'AL à tort pour cette personne, il faut nous rendre l'argent, ce qui était fou, mais c'était une fraude. Et nous, par contre, on allait payer. Donc si la personne était seule, c'était 74 €, mais si elle avait une famille un petit peu plus fournie, c'était en fonction de la taille de la famille. Et nous, on allait payer le forfait logement en rappel. Donc à minima, 74 € fois 24 mois. Et ça, 400 fois. La fraude a été évaluée à 1 000 000 €. Donc pour le département de l'Hérault, ce n'est pas rien. Et c'est pour ça que c'est les services de Madame Cetra qui ont détecté donc cette fraude. Ils l'ont mis à jour. Donc il y avait cette modalité-là. Et l'autre modalité était donc de dire en fait qu'on était hébergé à titre gracieux. Donc ça, c'était le point de départ. Et tout d'un coup, on bénéficiait pas du forfait logement puisqu'on était hébergé à titre gracieux. Et tout d'un coup, on indiquait que on participait à la charge du loyer. Et donc, à partir du moment où ces personnes-là aussi déclaraient 24 mois en arrière participer à la charge donc du loyer, on leur versait ce rappel. En fait, c'était un biais qui avait été trouvé dans le paiement des rappels. Ce qui me permet aussi d'enchaîner sur, une cible qui avait été créée, donc là aussi par les services de Malika Cetra, concernant l'hébergement à titre gracieux. C'est-à-dire qu'on est allé vérifier quand on nous indiquait qu'on était hébergé à titre gratuit chez une personne, si c'était le cas et ça nous a permis de détecter du travail dissimulé, des vies maritales non déclarées et des hébergements donc à titre gracieux faux puisqu'en fait, la personne payait un loyer. Ça, c'est aussi une piste locale qui nous a permis de détecter donc sur les 11 millions, 1 000 000 € de plus. Donc vous voyez qu'on a des cibles qui permettent d'être plus ou moins rentables et là, ces 2 cibles-là l'ont été extrêmement. 0,64. C'est très peu, mais pour autant, ça fait des gros montants mis bout à bout. Voilà. On paie 1,7 milliard, on a 11,1 millions de fraudes, donc on peut considérer que c'est peu, mais 11 millions, on peut faire beaucoup de choses avec 11 millions. Donc c'est peu, mais pour autant, il faut lutter ardemment contre. Ce que nous faisons. Je pense que le pourcentage, on va le retrouver, au niveau national, hein, à peu près, oui, le même, oui. Je pense que la fraude était à 0,7 au niveau national, oui. Après, comme je vous l'ai dit, il se peut qu'il y ait parfois des fraudes particulières et donc là, on a eu le cas avec cette fraude au logement, dans l'Hérault. Pour autant, ça n'a pas fait, croître notre taux, de fraude, pour autant, donc. Alors, c'est pas des taux de fraude très élevés, mais comme je dis, ils sont quand même donc à combattre. Et depuis d'ailleurs, j'ai pas annoncé, il y a eu des mesures donc nationales qui ont été, définies. Vous avez dû en entendre parler, ça avait été annoncé, dernièrement par le ministre donc, mais tout ce qui va être les fraudes à la résidence, les usurpations de coordonnées bancaires donc sont désormais pour nous des cibles nouvelles. Donc les fraudes à la résidence, comme vous le savez, alors je vous rappelle que, mais vous le savez tous, que la CAF ne crée pas de réglementation. La CAF, pardon, applique la loi, c'est-à-dire la loi qui est votée par le Parlement, par les députés. Nous, on applique les réglementations qui ont été votées. Mais aujourd'hui, en fait, pour le RSA, il fallait, ne pas s'absenter du territoire plus de 92 jours pour bénéficier du RSA et désormais cette condition-là, elle va être étendue à l'ensemble des prestations. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas bénéficier de l'AL, par exemple, si on est absent plus de 92 jours du territoire national, ce qui semble logique. Idem, donc, on a mis en place aussi, une base donc de RIB frauduleux. Vous l'avez, dans le document qui vous a été communiqué et là aussi, c'est important pour nous qu'on puisse échanger donc entre organismes sur les RIB frauduleux. Heu, Ça permet de détecter avant de payer. Autre élément que je peux mettre en avant quand je parlais de la fraude donc,
La lutte contre la fraude sociale, on vous avait d'ailleurs invité, avec donc l'URSSAF, nous souhaitons dans le département de l'Hérault, lutter contre le travail dissimulé qui est un fléau par rapport au système déclaratif. La saison estivale va commencer et là, il est important de dire, donc, à vos lecteurs que, il n'y aura vraiment, aucune empathie particulière pour tous ceux qui vont travailler au noir et vont faire des demandes de prestations. On sera particulièrement vigilants. C'est un fléau, le travail au noir pour le système déclaratif, donc on sera attentif à ce que, les personnes donc, qui déclarent ne pas avoir travaillé ou pas de revenus, n'aient réellement pas travaillé, n'ont réellement pas de revenus. Voilà, donc là-dessus, c'est important. Donc on a signé une convention avec l'URSSAF qui va nous communiquer systématiquement donc les cas de travail dissimulé et systématiquement, nous allons regarder les dossiers allocataires donc de ces entreprises pour voir s'il n'y a pas des salariés, dans ces entreprises-là qui bénéficient donc de travail, au noir et donc de rentrées d'argent non déclarées. Non, c'est vraiment pas à la CAF de faire ce travail-là, vous l'avez dit, c'est plutôt à l'État et à la branche recouvrement. Nous, on en est quelque part, nous, on est à la fin de la chaîne, en fait, mais je pense que c'est important de dire, à nos allocataires qui bénéficient d'allocations logement, de PPA et cetera, qu'il est important de les déclarer à la CAF, ces sommes-là et parfois aux employeurs indélicats qui ne veulent pas ne déclarer non plus, leur rappeler que déclarer, ça permet d'avoir des cotisations retraite. Ça permet, quand on regarde à quel âge on partira à la retraite, peut-être, de se rappeler qu'on avait travaillé. Mais il y a une double sanction, c'est-à-dire que l'URSSAF, elle, va s'intéresser à l'employeur et la CAF, elle, va s'intéresser à l'allocataire. C'est tout, voilà, c'est assez simple. L'URSSAF, parce que la partie employeur n'aura pas été déclarée à l'URSSAF et donc n'aura pas financé la sécurité sociale et la CAF, parce qu'en fait, il y aura eu des prestations qui n'auraient pas dû être versées, si, on avait connu les ressources de la personne. Est-ce que vous Non, on est plutôt en diminution au niveau du RSA. Voilà. Mais on pourra vous passer un rapport d'activité si vous voulez. On a un rapport d'activité qui vient de sortir. Le RSA, la situation quand même de l'emploi s'est largement améliorée, hein. Donc le RSA est en diminution et par contre la PPA, elle continue d'augmenter. Puisque la PPA, vous le savez, concerne les travailleurs, qui sont autour du SMIC et donc la PPA, elle continue d'augmenter. Vous avez d'autres, questions? Alors, la prime d'activité, c'est, ce qui s'appelait avant le RSA majoré. En fait, la prime d'activité, et alors ça s'appelait le RSA chapeau, RSA activité, ça s'appelle la prime d'activité. L'idée en fait, est de ne toujours inciter les personnes à travailler. Donc, vous allez bénéficier de la PPA dans dans un intervalle entre en dessous du SMIC et jusqu'à, je pense, 1,3 SMIC. Je crois que ça va jusque là et là, vous pouvez avoir de la PPA. Il faut travailler. C'est-à-dire une personne qui ne travaille pas du tout n'a pas de PPA. Une personne qui gagne trop n'en a pas, une personne qui ne gagne pas assez n'en a pas non plus. Voilà. Le foyer, c'est-à-dire? De foyer. Alors, j'ai parlé de quartiers. On a des quartiers à Montpellier donc où on a retrouvé la fraude dont je vous ai parlé, la fraude au forfait logement, oui. On va pas stigmatiser les quartiers, mais, c'est des quartiers bien connus de Montpellier, des quartiers populaires de Montpellier où il y a eu cette fraude, oui.
Alors, nous, on n'a pas de statistiques sur, est-ce que ce sont les plus aisés, qui fraudent? Hem, on prend la fraude telle qu'elle est. Après, il est clair que en complément de la lutte contre la fraude à la CAF, il faut qu'il y ait une lutte contre la fraude, dans les URSSAF. Il faut qu'il y ait une lutte contre la fraude, au niveau des impôts, voilà, pour que toutes les catégories sociales, qui fraudent soient détectées, voilà. Forcément, quand vous payez des prestations à des personnes qui sont censées avoir peu de revenus, vous détectez des personnes qui ont peu de revenus. C'est mécanique, ouais. Il est rare de percevoir le RSA lorsqu'on est à 10 000 € par mois. Ouais. Donc, je ne peux pas vous dire que c'est les personnes qui perçoivent qui ont le plus de revenus, qui fraudent à la CAF, non. Ouais. Là, par contre, quand on vous parle de fraude à enjeu, c'est qu'une personne, tout d'un coup, a détecté une manière de frauder qui était peut-être pas connue de la CAF et elle en a fait bénéficier d'autres personnes. Donc c'est pour ça que dans certains quartiers, ça peut prendre très vite. Voilà, ça a été le cas. Oui, on l'a regardé, c'est clairement le RSA sur laquelle donc quand on est à 0,6 de prestations fraudées, sur le RSA, on arrive à jusqu'à 2,5. 2,5 des bénéficiaires du RSA, on comment? En tous les cas, pas dans les montants qu'ils ont perçus. Oui, tout à fait. On a 2,5 des montants sur les 11,1 millions qui concernent le RSA, oui. Alors là aussi, le RSA est une prestation qui est très contrôlée, puisque trimestriellement, on va avoir des ressources, on va recouper ces données avec, je vous l'ai dit, avec la CPAM, avec les impôts, avec Pôle emploi. Donc forcément, on détecte assez aisément et le RSA est aussi très contrôlé sur place. C'est-à-dire que les contrôleurs de madame Cetra vont dans les foyers chez ces personnes et donc là, peuvent détecter d'éventuelles fraudes, oui. 2,5 du montant de la fraude que je vous ai donné concerne le RSA. Voilà. Après les prestations, oui, sont à peu près derrière, fraudées de manière assez uniforme, ouais. Alors pourquoi frauder de manière assez uniforme aussi? Parce qu'en fait, souvent vous avez plusieurs prestations à la fois. Donc, après, on considère que voilà, si vous avez de l'AL, du RSA, ça va compter plusieurs fois, mais voilà, ça va se répartir de manière assez uniforme. En tous les cas, enfin, je vous disais en introduction, c'est important pour nous de communiquer, donc, je vais me permettre d'insister là-dessus. C'est vraiment important pour nous d'avertir, les allocataires avant. Le moins on détectera de fraude, le mieux ce sera. Donc, le mieux, c'est de ne pas se retrouver dans la situation de frauder, voilà. Donc, on le dit, on le rappelle, moi cette conférence de presse, elle a vraiment pour objet, de désinciter les personnes à frauder, voilà, parce qu'on le sait quand on fraude, hein, forcément c'est intentionnel, donc c'est de leur dire: «Ne fraudez pas parce que vous devrez rembourser et en plus de rembourser, vous allez en plus avoir donc des pénalités, donc des sanctions», donc voilà et ces sanctions, on les recouvre, hein. Aujourd'hui, on est à 90 des indus qui sont recouvrés, en 2 ans, et en 4 ans, les indus frauduleux, on les a recouvrés à 64 donc l'argent, on va le chercher après. Il faut rembourser. À la CAF de l'Hérault, oui. En gros, pour 11,1 millions de fraudes, vous avez 1,1 million de pénalités qui ont été décidées en 2022. Oui, toutes les fraudes sont sanctionnées, c'est important. Il y a pas uniquement à rembourser, il y a à rembourser plus une pénalité. Sans compter bien sûr les suites pénales, le procureur, les dépôts de plainte et cetera. Bah, écoutez, 1 an d'aide au logement, si vous prenez, je sais pas 200 €, vous comptez, 200 €, oui, multiplié par 12, ça fait quoi? Ça fait 2 400 € fraudés. Permettez de préciser, dans le cadre d'une fraude, bien évidemment, on va aller au-delà de la prescription biennale. C'est-à-dire qu'on va calculer sur les 2 ans, mais remonter systématiquement sur la troisième année pour avoir le montant du préjudice, au plus juste par rapport à ce qui a été perçu, indûment.
Derrière, vous allez avoir une pénalité qui pourra varier. J'en vois passer à 1 000 €, à 1 500 €. Ça dépend après de la situation des familles. Ce que je vous disais, c'est-à-dire que ces 11 millions, on les récupère donc à 4. Alors ça, c'est important parce que d'ailleurs, quand vous avez des conférences de presse d'autres organismes qui sont chargés de recouvrer de l'argent public, autant impôts qu'URSSAF, ils donnent ces éléments. Donc nous, on tient aussi à les donner, c'est-à-dire qu'on va recouvrer à plus de 60%. Donc en 4 ans, on a recouvré la totalité. Après, ça dépend des types de fraude, ça dépend si on se retrouve avec des biens qui ont été mis en sécurité. Mais ça, c'est comme les impôts, il faut veiller à être rapide. Voilà. Donc, les personnes se déclarent insolvables et organisent leur insolvabilité. Tout à fait. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? D'autres questions? Non? Écoutez, merci beaucoup.